pour cette nouvelle émission de Fenêtre sur le monde. Nous vous emmenons cette semaine sur la question fondamentale des sujets énergétiques, notamment la manière dont l'Allemagne a saboté le nucléaire français pour imposer son propre modèle énergétique et pour imposer aussi son industrie en Europe. Un élément qu'on a beaucoup étudié dans le numéro qui est actuellement en kiosque et qui est consacré aux ONG. ONG, bras armés des États, mais ça fait plusieurs années maintenant que Conflit étudie cet élément essentiel de la guerre économique et notamment de la guerre économique que l'Allemagne mène contre la France. Alors nous allons le développer dans cette émission avec, vous allez le voir, des cartes, des photos, des graphiques pour mieux comprendre le fonctionnement de cette guerre énergétique. La première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ce choix aussi contradictoire que le mix énergétique éolien et gaz? Alors effectivement, on est sur deux modèles énergétiques très différents entre la France et l'Allemagne. La France a fait le choix du nucléaire qui est son industrie principale, quand l'Allemagne a fait le choix d'avoir un mix éolien-gaz. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez eu un mouvement très anti-nucléaire en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale, qui était fondé notamment sur un mouvement pacifiste, l'arme nucléaire ayant été utilisée contre le Japon. Vous avez des mouvements associations pacifistes qui veulent interdire l'usage de l'arme nucléaire, également aussi parce que l'Allemagne est un petit peu entre les deux, entre l'Union soviétique et le bloc occidental, et donc en cas de guerre nucléaire se retrouve pris en étau. Et d'une opposition à l'arme nucléaire, on est passé à une opposition au nucléaire tout court, donc y compris au nucléaire civil et à l'usage énergétique du nucléaire. Et l'Allemagne n'a pas développé d'industrie nucléaire, contrairement à la France, mais a développé une industrie éolienne tout à fait performante. Simplement, l'éolien est une énergie intermittente. Elle ne fonctionne que lorsqu'il y a du vent. Et donc, cette énergie intermittente, pour exister, ne peut reposer que sur une énergie qui, elle, dure tout le temps, et ça, c'est le gaz. Et donc, après la fin de l'Union soviétique, dans les années 1990-2000, l'Allemagne s'est branchée au gaz russe. Est-ce à dire que l'Allemagne est dépendante de la Russie pour ses approvisionnements énergétiques? Alors complètement, et ça on va le voir avec la première carte, alors qui est une carte réalisée par Jean-Marc Holtz, alors qui est plus qu'une carte, mais plutôt un graphique, où on voit l'importance de Gazprom. Alors ça, c'était avant la guerre d'Ukraine, et vous avez devant vos écrans Gazprom, ce géant gazier qui est tenu par le gouvernement russe, et on voit très bien l'importance très grande de Gazprom. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails du graphique, mais surtout, on voit la question des approvisionnements. Et donc, on a un flux énergétique qui passe par la mer Baltique, un autre qui va passer par la voie Caucase, mer Caspienne, Turquie, Grèce, et puis un troisième qui passe à travers l'Ukraine. On voit bien que l'Allemagne est le principal client de Gazprom. Il y a d'autres clients, bien évidemment. On voit l'Italie, la France, l'Autriche, la Hongrie, mais l'Allemagne est véritablement le principal client de Gazprom. C'est là qu'arrive l'essentiel du gaz russe, avec trois voies. La voie baltique, alors, qui a été coupée dès le début de la guerre d'Ukraine avec le sabotage de Nord Stream, et la voie ukrainienne, qui d'ailleurs continue à être utilisée aujourd'hui. C'est-à-dire que même s'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine, le gaz russe transite toujours par l'Ukraine pour alimenter une grande partie de l'Europe de l'Est. Donc vous voyez que là, de ce point de vue-là, la guerre n'a pas changé les choses. Et d'ailleurs, l'Ukraine touche des royalties pour le passage du gaz russe. Donc une partie de cet argent gagné par l'Ukraine sert ensuite à financer l'effort de guerre ukrainien. Donc vous voyez que la guerre a lieu, mais les grands éléments énergétiques et gaziers, eux, n'ont pas été bouleversés. D'accord. Et donc, qu'aurait pu changer la guerre d'Ukraine dans cette question énergétique? Alors, ce qu'elle va changer, d'abord, c'est la question de la légitimité de l'approvisionnement en gaz russe. C'est-à-dire qu'avant la guerre d'Ukraine, il paraissait légitime que Gerhard Schröder, ancien chancelier allemand, siège au conseil d'administration de Gazprom, ou que Angela Merkel, faisant sa tournée des adieux, aille à Moscou pour saluer Vladimir Poutine, qui lui a d'ailleurs offert un magnifique bouquet de fleurs. Donc, il n'y avait pas d'illégitimité à ce que l'Allemagne soit connectée au gaz russe. Évidemment, la guerre d'Ukraine détruit cette légitimité, puisqu'à partir du moment où la Russie est l'ennemi officiel, on ne peut pas s'approvisionner en gaz russe. Donc il faut que l'Allemagne trouve d'autres solutions, d'autres accès au gaz.
il n'y a plus Nord Stream puisque celui-ci a été bloqué, et donc l'Allemagne doit trouver d'autres sources énergétiques. Ça n'a pas changé évidemment la question de la livraison du gaz ukrainien, mais on voit qu'aujourd'hui l'Allemagne est dans une véritable crise à la fois de la légitimité et également une crise du coût, puisque le coût de l'énergie a augmenté. Et si on en revient à l'Hexagone, comment l'Allemagne a-t-elle cherché à saboter notre nucléaire? Alors, elle a cherché à le saboter de différentes manières. D'abord en aidant, en finançant des associations antinucléaires, écologistes, hein, qui ont mené de véritables mouvements d'agitation propagande pour délégitimer le nucléaire. Le but, c'était vraiment de mener une guerre cognitive, une guerre de propagande, pour que le nucléaire apparaisse comme quelque chose d'illégitime, alors que l'éolien était vu comme quelque chose de légitime. Je vais d'ailleurs vous montrer ça avec d'autres cartes et photos, hein. On a ici des cartes alors que j'ai pris sur un site qui s'appelle Nord Énergie, qui permet d'avoir en temps réel, quasiment heure par heure, la question de l'usage de l'énergie en France et en Europe et dans le monde. Alors vous avez des zones grises, donc là on n'a pas de données, et puis on a les zones colorées où on voit les données. Alors là, c'est pour le 26 novembre à 5 heures. Donc évidemment, ça va varier en fonction des jours et en fonction des heures et en fonction des saisons. Mais enfin, les grandes idées restent les mêmes, hein. Il peut y avoir des variations quotidiennes, mais les grandes idées, elles, restent les mêmes. On voit que la France et les pays scandinaves sont verts, donc ont une énergie dite propre, notamment parce que pour la France, elle repose sur le nucléaire, alors que pour les pays scandinaves, ça repose essentiellement sur l'hydroélectrique. Et puis on voit que l'Allemagne, la Pologne, une grande partie des pays baltes, eux, ont une énergie qui est fortement carbonée. Si on rentre dans les détails, vous voyez pour l'Allemagne, là on voit très bien que l'essentiel de l'approvisionnement énergétique allemand, c'est l'éolien, et puis également du charbon et du gaz, hein. C'est ça les trois éléments qui arrivent en tête. Ce site, hein, Electricity Maps, montre très bien le détail des différents éléments. Euh, on voit ici d'ailleurs ce graphique avec la production énergétique allemande, hein, donc l'éolien qui est aidant majoritaire, un peu de solaire et ensuite du charbon et du gaz. Tout autre, en revanche, est la production française. On voit bien que là, le nucléaire est extrêmement majoritaire. Ensuite, on a de l'hydroélectricité et puis on a un peu d'éolien. Et on n'a quasiment pas de charbon, de fioul et de gaz. Donc, le nucléaire étant ultra majoritaire, s'attaquer au nucléaire, c'est s'attaquer à la puissance française. Et l'Allemagne l'a très bien fait avec ses associations qu'elle a financées. On est vraiment dans une guerre par proxy, c'est-à-dire que ce n'est pas une guerre directe, mais c'est une guerre via des associations et via des ONG, qui sont donc là véritablement les bras armés des États. C'est aussi une guerre par les normes. Par exemple, dans l'Union européenne, au niveau de la Commission de Bruxelles, le but était que l'éolien soit considéré comme une énergie propre, alors que le nucléaire devait être, d'un point de vue normatif, considéré comme une énergie non propre, si on peut dire, ce qui permettait de légitimer ainsi le modèle énergétique allemand. Et donc quand je reviens à ma première carte où on voit les différentes couleurs, bah, le propre étant vert et puis le sale, si je puis dire, étant marron ou en noir. Si on change les normes, bah, c'est l'inverse. L'Allemagne apparaîtra comme en vert, donc vertueuse, quand la France apparaîtra, elle, en noir, puisqu'elle fait usage du nucléaire. Donc vous voyez que la guerre des normes qui a été menée par l'Allemagne au sein de la Commission européenne est un élément qui est véritablement fondamental. Et on le voit notamment avec, donc si je reviens sur la France, et vous avez la carte là sous les yeux, la production énergétique française est d'une très forte intensité bas carbone, hein, donc très peu de production de carbone, avec une énergie, on le voit ici hein, en violet, donc qui est essentiellement nucléaire. Et ça va poser un autre problème qui est celui du prix de l'électricité. L'économie, c'est de l'énergie transformée. Donc il n'y a pas d'économie sans énergie. Et évidemment, dans la question économique, c'est le coût de l'énergie, hein. Plus l'énergie coûte cher, plus le modèle économique sera fragilisé, l'industrie, etc. Donc, avoir accès à une énergie qui soit abondante et pas chère, c'est fondamental pour la puissance économique, pour la puissance industrielle. Et donc, tout le travail de l'Allemagne a été de faire monter le prix de l'électricité, le prix de l'énergie en France pour laminer l'industrie française. Et on le voit aujourd'hui, souvent, les personnes se focalisent sur les coûts du salaire, en disant: «Ah oui, mais la Chine,
elle a des coûts salariaux plus faibles que la France, le Bangladesh a des coûts salariaux plus faibles que la France, donc concurrence déloyale. En fait, le coût des salaires n'est pas le coût principal. C'est un élément, évidemment, ce n'est pas le seul. Et ce qui va également rentrer en compte, c'est le coût de l'énergie, le coût de la fiscalité et le coût des normes. Et ça, c'est beaucoup plus important que le coût des salaires pour la question de la puissance énergétique. Puis je terminerai par une dernière carte, enfin, pour cette partie-là. Ça sont les États-Unis. Alors, vous voyez que ce site est très bien fait, puisque là, on a le détail quasiment État par État, même pour certains États, on a différentes régions. On voit que les États-Unis, eux, bah, font abondamment usage du gaz de schiste et des centrales à charbon, donc énergie peu propre, si on peut dire, contrairement au voisin canadien qui, lui, fait essentiellement usage de l'énergie hydroélectrique. Et donc là, ça lui fournit évidemment une énergie qui est abondante et pas chère du tout. Si on en revient à la question de la France, où en est le débat autour de la question énergétique aujourd'hui? Alors, c'était un sujet qui est évidemment essentiel. Il faut se rappeler que début 2022, Emmanuel Macron avait annoncé la fermeture d'un grand nombre de centrales nucléaires. D'ailleurs, Fessenheim avait été fermé pour des questions purement politiques, hein. C'est toujours Fessenheim, Superphénix en 1997. C'était on ferme ces centrales nucléaires de manière à obtenir les voix des Verts. Bon, sauf que les Verts n'ont jamais dépassé les 2-3% aux élections présidentielles. Donc, c'est vraiment une minorité qui a imposé sa doctrine, qui a imposé ses idées, parce que d'un point de vue du combat intellectuel et idéologique est remarquable et très bien réussi, hein. Vous êtes 3% et vous imposez vos idées, vos opinions à 97% de la population, c'est le meilleur rapport de force qui soit d'un point de vue politique. Et la guerre d'Ukraine a complètement changé la donne. D'un certain point de vue, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a sauvé la filière nucléaire française. Puisqu'aujourd'hui, non seulement on ne parle plus de fermer des centrales nucléaires, mais on annonce même une ouverture prochaine de centrales nucléaires. Ça, je vais vous montrer avec deux cartes. La première, c'est la carte des gazoducs qui relient l'Europe. Alors, c'est une carte simplifiée. On n'a pas montré tous les gazoducs, mais on voit bien, donc carte qui a été réalisée avant la guerre d'Ukraine, que la plupart des gazoducs viennent de Russie. C'est ce que montrait la première carte avec Gazprom. Donc là, on voit très bien ces gazoducs qui transitent par l'Ukraine, qui est vraiment le nœud, le carrefour énergétique européen. Donc on ne peut pas comprendre la guerre d'Ukraine si on n'a pas en tête que l'Ukraine est le carrefour énergétique de l'Europe. Ensuite, on a la Baltique, où là, il y a eu sabotage de Nord Stream par les Ukrainiens et sabotage également de câbles. Récemment, on n'a pas encore tous les éléments d'information, mais on sait que c'était un bateau chinois qui a probablement, enfin, immatriculé en Chine, qui a probablement contribué au sabotage des câbles de communication. Et puis, la partie du Caucase. Là aussi, la guerre Azerbaïdjan-Arménie, le Karabakh, il y a plusieurs grilles de lecture qu'il faut faire, mais il y a une grille de lecture qui est essentielle, qui est la question de l'énergie. Et donc, ça amène la France et l'Europe avec la question du gazoduc transsaharien qui part du Nigeria, qui franchit le Sahara, notamment au niveau de l'Algérie, et qui après, on le voit ici, on a le hub de Hassi Helmel, qui part soit vers le Maroc, soit vers l'Italie, soit vers la Sardaigne, et après le reste de l'Italie. Donc, il y a aussi cette question de l'approvisionnement via la zone africaine. Alors ça, c'est faible en proportion, mais c'est évidemment un élément complémentaire. Et puis, dernière carte, cette question donc du développement de ce qu'on appelle les SMR. Donc là, ce sont des petites centrales nucléaires qui peuvent être mobiles. La Russie, par exemple, a des SMR mis sur des bateaux qui permettent de fournir de l'énergie pour à peu près 200 000 habitants. 200 000 habitants, c'est une ville comme Bordeaux. C'est également le 15e arrondissement. La Corse, on est entre 250 000 et 300 000 habitants. Donc ça, c'est la future technologie pour les années qui viennent, ces petites centrales nucléaires embarquées qui permettraient de connecter une île, par exemple, la Corse, la Sardaigne, Chypre, qui permettraient de connecter des villes également, et donc de fournir de l'énergie localement, abondante et pas chère. Et comme on a des centrales nucléaires qui sont mobiles, puisqu'on peut les mettre sur des bateaux, eh bien on pourrait aussi moduler en fonction des besoins de saison. Par exemple, une île comme la Corse, bah, il y a forcément moins d'habitants l'hiver que l'été, puisque là on a tous les touristes, eh bien on pourrait augmenter la production énergétique en connectant un autre bateau qui ensuite irait ailleurs l'hiver. Donc ça, c'est un élément du futur, et on voit que la Russie
Et très en avant, le Japon également, un retard majeur en France et en Europe. On voit sur cette carte, la France n'avait que 2 SMR, mais qui étaient à l'étude, donc ça n'a pas encore été développé. Et ce retard a été pris notamment par la guerre cognitive qui a été menée par l'Allemagne, qui fait que la France n'a pas investi dans le nucléaire du futur. Merci à vous pour votre fidélité à nos émissions Fenêtres sur le monde. Donc quelques cartes pour essayer de comprendre ces grands phénomènes. N'hésitez pas à soutenir Conflit d'abord en vous abonnant, en achetant également nos magazines en kiosque. Conflit ne vit que par ses lecteurs, c'est notre source unique de financement, abonnement et achat en kiosque, et puis également en faisant connaître Conflit autour de vous, en diffusant ces émissions. Je sais que vous êtes nombreux notamment à les utiliser en cours comme matériel pédagogique pour les professeurs. Donc, en diffusant ces émissions, vous nous permettez ainsi de continuer à vous proposer ces contenus en accès libre. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.